Nous sommes en 1923. Deux adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierre. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'Ed et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château. Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierre de ses propres mains, il répondait simplement « J'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Lidskalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leurs fiançailles et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé. Ed a passé des années à chercher une terre où construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable. Mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « C'est pour l'amour de mes 16 ans. Un jour, elle reviendra. » Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail est un ouvrage rempli de mystères. Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site le parc à la porte de pierre. Il n'a été rebaptisé château de corail que bien plus tard, après le décès d'Edward. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edward Lidskalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tout entièrement faits de blocs de pierre monolithiques. Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierre. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qu'il utilisait pour travailler. Burin, marteau, cordes et poulies. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Lidskalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles. Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides. Mais de quel secret s'agissait-il, te demandes-tu peut-être ? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ».
Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Lidskalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimés habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères. À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ces terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide. Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'Université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'Université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'Ed Lidskalnin lui-même. Wally Wallington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wallington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wallington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en n'employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant. Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en n'utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait, nous y arriverons peut-être un jour. Les grandes pyramides. Elles figurent parmi les 7 merveilles du monde antique et sont les seules à exister encore aujourd'hui. Saviez-vous que les pyramides de Gizeh n'étaient pourtant pas uniques en leur genre et qu'elles ne furent même pas les premières? Il y eut d'abord les moyennes pyramides, mais elles n'ont pas si bien marché. Bon, j'arrête de dire des sottises. Pour en revenir à notre histoire, dans l'Égypte ancienne, on croyait que les rois étaient choisis par les dieux pour servir sur terre en tant que médiateurs. Dans l'au-delà, ils étaient censés devenir eux-mêmes des dieux. Le complexe pyramidal fut donc construit pour que le roi dispose de tout ce dont il pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Il y avait la pyramide, un palais et des temples. Le tombeau du roi, dans la pyramide, était rempli de tout le nécessaire, des meubles, de la nourriture et des objets d'or. En fait,
La première pyramide a été construite 80 ans avant la première pyramide de Gizeh. Au total, il y en avait une centaine. Certaines ne furent pas achevées, car la construction prenait du temps, et tous les pharaons ne vivaient pas assez longtemps pour voir la fin des travaux. Parlons maintenant de la construction elle-même. La plus grande des pyramides de Gizeh est aussi haute qu'un immeuble de 40 étages. Comment diable ont-ils réussi à construire une structure aussi massive il y a 5000 ans, bien avant l'apparition des machines et autres équipements? Nous allons voir ça. Le pharaon Khéops est monté sur le trône vers 2575 avant notre ère, et son architecte a commencé la construction de la plus ancienne et de la plus grande des pyramides de Gizeh. Il a calculé qu'il faudrait utiliser plus de 2 millions de blocs de calcaire pour construire la pyramide, chacun pesant environ 2,5 tonnes, soit à peu près le poids d'un rhinocéros. L'architecte voulait terminer la construction en 20 ans. Pour y parvenir, une pierre devait être transportée et placée toutes les 4 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, sauf les années bissextiles. Il est donc évident qu'il fallut beaucoup d'ouvriers pour réaliser ce projet. Beaucoup pensent que ce sont des esclaves qui ont travaillé sur le chantier de la pyramide, mais ce n'est pas vrai. Des ouvriers sont venus de toute l'Égypte pour contribuer au chantier, soit environ 25 000 personnes. Les Égyptiens effectuaient toutes sortes de travaux, du travail manuel à la fabrication d'outils en passant par le travail administratif. Ils travaillaient tous environ 10 heures par jour, étaient logés et bien nourris, et menaient globalement une vie plus confortable que celle qu'un Égyptien moyen pouvait s'offrir à l'époque. On suppose qu'ils vivaient dans une ville provisoire située non loin et qu'ils formaient une communauté organisée dirigée par un chef puissant. Les pyramides semblent avoir été conçues pour s'aligner sur les points cardinaux et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les anciens Égyptiens calculaient eux-mêmes les directions, et ce avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils utilisèrent 2 constellations. Le chantier était situé sur la rive ouest du Nil. Cela avait également une signification symbolique. Le soleil se couche à l'ouest, et la vie devait nécessairement en faire autant. La deuxième pyramide de Gizeh fut construite pour le fils de Khéops, le pharaon Khéphren. Elle est un peu plus petite, mais c'est elle qui abrite la célèbre statue du Sphinx sans nez. Bien sûr, à l'origine, il avait un nez. Je vous raconterai bien ce qui lui est arrivé, mais c'est encore un mystère, personne ne le sait vraiment. Les sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les considérait comme les gardiens de lieux importants. Ce célèbre sphinx porte la tête du pharaon Khéphren et garde sa pyramide, face au soleil levant. Le sphinx est l'une des plus grandes et des plus anciennes statues du monde. À l'origine, il n'avait pas seulement un nez, il était aussi coloré. Les scientifiques ont découvert des traces de couleur rouge sur son visage. Il est donc fort probable que le sphinx ait été peint de cette couleur. Il y a également des traces de jaune et de bleu sur son corps. Une statue plutôt sympa. Jusqu'en 1800 environ, le sphinx était enterré jusqu'aux épaules, mais un aventurier accompagné d'une équipe de 160 hommes le déterra. Mais revenons à notre chantier. Les ouvriers avaient bien sûr besoin de blocs de pierre. Il y avait 2 endroits principaux où l'on pouvait s'en procurer. L'un d'eux se trouvait à proximité du site. Mais cette pierre jaune, tapissée de fossiles, ne convenait que pour l'intérieur de la pyramide. Les blocs de calcaire destinés à l'extérieur furent transportés sur 13 km grâce à des traîneaux de 2,5 mètres de long. Apparemment, il n'était pas trop difficile de les tirer. On mêlait de l'eau à la bonne quantité de sable, et ça glissait bien. 10 personnes suffisaient pour tirer un traîneau transportant une grosse pierre. Étonnamment, couper des blocs de calcaire n'était pas le plus difficile. Dans le sol, le calcaire est mou et peut être fondu assez facilement. Mais après avoir été exposé à l'air, il durcit. Le plus difficile fut donc de façonner tous ces blocs. Cette étape était cruciale, car la moindre imprécision pouvait entraîner l'effondrement de toute la pyramide. Bien, ces pierres calcaires étaient extraites, transportées sur un traîneau, façonnées, et ensuite quoi ? Comment les disposer ? C'est encore un mystère. Les archéologues ont découvert les vestiges d'un système de rampes datant de l'époque de la construction des pyramides. Les historiens s'accordent donc à dire que les Égyptiens ont très probablement conçu un système unique pour déplacer et tirer ces énormes blocs. L'opinion la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide.
Il y avait probablement une rampe centrale avec 2 escaliers de chaque côté, construits directement sur les pierres de la pyramide. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide s'élevait. On pense que certains ouvriers gravissaient les escaliers en tirant des pierres sur des traîneaux de bois. Mais ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. D'autres affirment que les rampes se trouvaient autour de la pyramide. D'autres encore qu'elles se trouvaient à l'intérieur. Peut-être que nous ne le saurons jamais, et que le mystère restera entier pour toujours. Le calcaire extérieur de la pyramide était poli avec du sable et de la pierre pour qu'il brille. Au sommet, il y avait un pyramidion en or et en argent, qui scintillait sur l'Égypte comme un deuxième soleil. Voilà comment on occupait son temps il y a 5000 ans. Parlons maintenant de l'intérieur. Curieusement, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur de la pyramide. En très grande partie, il s'agit de pierres massives, avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un coup d'œil rapide. Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend, l'autre qui monte. Ils nous mènent aux chambres. Il y en a 3 à l'intérieur. Pourquoi? Apparemment, une chambre funéraire devait être toujours prête au cas où le pharaon aurait rendu l'âme avant la fin des travaux. À mesure que les travaux avançaient, d'autres chambres étaient reconstruites. La dernière était la principale, c'était la chambre du roi, celle où repose Khéops. C'est la plus grande pièce, au cœur de la pyramide, et un grand passage y mène. On l'utilisait probablement pour monter le granit, servant à décorer l'intérieur. On utilisa également du granit pour fabriquer 5 étages de poutres destinés à soutenir la structure. Et apparemment, ça a bien tenu étant donné que la pyramide est restée debout pendant des siècles. Malheureusement, aucune de ces chambres ne comporte de hiéroglyphes. Si vous voulez en voir, vous devez aller voir les tombes décorées situées près des pyramides. Ces œuvres sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte ancienne. Leurs textes permettent aux chercheurs d'étudier la langue et la grammaire. Les trésors qui se trouvaient autrefois dans les pyramides ont été emportés par des pilleurs. Il existe aussi de nombreux tunnels et passages secrets à l'intérieur des pyramides. Mais aujourd'hui encore, personne n'en connaît le plan complet. Cela fait des années que les scientifiques envoient des robots munis de caméras à l'intérieur. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Aujourd'hui, ils se servent de rayons X pour scanner les pyramides de l'extérieur, sans entrer. Alors oui, les anciens Égyptiens ont bien créé un mystère que personne n'a réussi à percer en 5000 ans. Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3, la plus plausible.
il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ikis étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant J.A.C. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent ». Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture? Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention,
Le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930, lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Peux-tu me dire quelle date nous sommes aujourd'hui? Rien de plus simple. Il te suffit de regarder ton smartphone et le tour est joué. Tu connais immédiatement le jour, le mois et l'année. Mais a-t-il toujours été aussi facile de connaître la date? Nos ancêtres avaient-ils même le concept d'une année qui dure 365 jours? Oui et non. Les calendriers mayas, eux, avaient des cycles. C'est proche de ceux que nous appelons une année. Mais le cycle maya était beaucoup plus long. 819 jours. Et c'est là que le mystère commence. 819 jours par rapport à quoi? Quand ce calendrier commence-t-il et quand se termine-t-il? Les scientifiques se posent cette question depuis des décennies. Ils ont découvert et déchiffré le calendrier maya dans les années 1940. Récemment, deux scientifiques américains, John Linden et Victoria Bricker, ont proposé une solution. Qu'ont-ils fait de différent de leurs prédécesseurs? Le duo a déchiffré le code en élargissant sa réflexion. Ils ont étendu ce calendrier de 819 jours à 45 ans. C'est 20 fois plus long que le cycle original. Et une certaine logique a commencé à émerger. Il s'agit d'une avancée majeure, car les Mayas mesurèrent le temps d'une manière très complexe. Oublie les chiffres arabes, faciles à lire, dont nous disposons aujourd'hui. Ces peuples anciens utilisaient des glyphes. Il s'agit de minuscules images représentant des caractères, un peu comme les icônes sur ton bureau ou les symboles universels. Lorsque tu vois un petit point surmonté de 3 lignes courbes, tu sais qu'un réseau Wi-Fi est disponible. Le calendrier maya utilisait des glyphes qui représentaient des animaux ou des phénomènes naturels. Par exemple, il y avait des symboles représentant un jaguar et un aigle. Chaque glyphe marquait un jour. Chaque cycle est répété 4 fois, soit 819 jours x 4. Appelons ces 4 cycles des blocs. Les Mayas coloraient chaque bloc différemment. Les chercheurs pensaient que ces couleurs correspondaient aux 4 points cardinaux. Le rouge correspondait à l'est, le blanc au nord, l'ouest au noir, et, enfin, le jaune indiquait le sud. Puis les années 1980 sont arrivées. Oui, c'est vrai. Ce n'était pas la décennie la moins étrange. Il s'est avéré que ces calculs étaient erronés. Les chercheurs ont alors déterminé que les couleurs étaient associées à la position du soleil dans le ciel. Ainsi, la couleur jaune représentait le point le plus élevé du soleil. Autrement dit son zénith, et le blanc représentait son point le plus bas, appelé nadir. Il semble donc que ce calendrier ait montré à quel point les anciens Mayas étaient doués pour l'astronomie. Ceci est particulièrement évident à Chichén Itzá. Cette cité maya de premier ordre est située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Une impressionnante pyramide à degrés s'y dresse. Elle est dédiée à Quetzalcoatl, la divinité serpent à plumes, et son alignement est parfait. 2 fois par an, il s'y produit quelque chose de merveilleux, lors des équinoxes de mars et de septembre.
Ce sont ces moments où le soleil se trouve directement au-dessus de l'équateur. À ces deux dates, le jour et la nuit durent dans le même temps. Sur le site de la pyramide, la lumière du soleil éclaire d'abord la sculpture de la tête de serpent à la base de la structure. Puis elle gravit les 91 marches. Cela crée l'illusion qu'un serpent arpente la pyramide. Aujourd'hui encore, les gens se rassemblent pour assister à ce spectacle. Celui-ci devait être encore plus impressionnant au moment où les Mayas ont achevé la structure, entre 1050 et 1300 après JC. Et sais-tu ce qu'est une période synodique? Moi non plus, mais les astronomes mayas, eux, le savaient. Une période synodique est le temps qui s'écoule avant qu'un corps stellaire ne fasse un tour complet. Par exemple, il s'agit de la période entre deux pleines lunes. Depuis la Terre, cette période dure environ 28 jours. Les Mayas observèrent le ciel en permanence. Ils consignaient soigneusement les périodes synodiques de toutes les planètes. De Vénus à Saturne, ces astronomes anciens ont recensé presque tous les corps célestes. Mais quel est le rapport avec leur calendrier? Les calculs des chercheurs américains ont révélé le lien. Prenons l'exemple de la planète la plus proche du Soleil, Mercure. Sa période synodique est de 117 jours. Multiplie ce chiffre par 7 et tu obtiendras quel nombre? 819. Exactement. Une coïncidence? Certainement pas. Car les périodes synodiques des autres planètes correspondent aussi parfaitement à ce nombre magique. Mais cela n'est pas visible à partir d'un seul cycle maya. Les scientifiques ont dû l'étendre plusieurs fois pour découvrir cette configuration. Il y a une raison pour laquelle personne n'a pu déchiffrer le code pendant si longtemps. On ne s'est concentré que sur une seule planète. L'astuce consistait à additionner les calculs mayas pour chacune des planètes. Les chercheurs devaient simplement avoir une vue d'ensemble. Cela nous amène à l'année 2012. Te souviens-tu que certains pensaient que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre? Il s'est avéré que ça n'a pas été le cas. Nous sommes aujourd'hui en vie et en bonne santé. Mais qu'est-ce qui a lancé cette fausse rumeur? Le calendrier maya, Pardi. 6 peuples anciens ont basé leur calendrier sur de longues périodes de toutes les planètes. Cela impliquait beaucoup de mathématiques compliquées et de multiplication. Cette date de 2012 correspondait simplement à la fin de leur cycle. C'est ce qu'on appelle le compte long, et cette période est l'équivalent de notre année grégorienne. Pour les Mayas, 2012 était un peu comme le 31 décembre pour nous. Il s'agissait simplement de la fin d'un cycle dans lequel ils mesuraient le temps. Il n'y a donc pas lieu de paniquer. Les fêtes de fin d'année sont peut-être un peu folles, mais le monde ne s'arrête pas le 1er janvier. Les Mayas ne se contentaient pas d'étirer leur calendrier. On parle bien, là, du fameux caoutchouc. Oui, tu as bien entendu. Ces peuples anciens s'étaient capables de concevoir différentes qualités de caoutchouc 3000 ans avant que le célèbre américain Charles Gould ne le fasse. Ils extrayèrent le latex naturel de l'EVA. Il s'agit d'une substance laiteuse, qui peut être transformée en caoutchouc naturel. Et ils n'étaient pas les seuls à le faire. Les chercheurs ont trouvé des preuves que leurs voisins aztèques et olmèques faisaient de même. Mais que faisaient-ils de tout ce caoutchouc? Ils n'avaient pas besoin de pneus de bagnole, ça c'est certain. Mais c'est toujours cool d'avoir une belle paire de sandales pour la plage. Les conquistadors espagnols ont écrit au sujet des chaussures à semelles en caoutchouc que portaient les indigènes. Malheureusement, les archéologues n'en ont toujours pas retrouvé. Ce serait pourtant un grand pas pour l'archéologie. Les Mayas jouèrent donc avec le caoutchouc, littéralement. Les chercheurs pensent ainsi qu'ils fabriquaient des balles en latex. 16 balles étaient particulièrement élastiques et leur taille variait de celle d'une balle de baseball à celle d'un ballon de foot. Le jeu de balle maya, ou pits, comportait 2 arceaux. Tu penses sûrement au basketball, mais ce n'est pas tout à fait ça. Les arceaux étaient fixés sur des murs à 7 mètres de hauteur, comparé à la norme de la NBA, qui n'est que de 3 mètres. Et ces arceaux étaient inclinés sur le côté. L'histoire des Mayas a aussi un côté sucré. Ce peuple ancien appréciait le chocolat. En fait, le mot moderne de chocolat vient probablement du mot xocolatel, issu de leur propre langue. Celui-ci signifiait « eau amère ». D'accord, on comprend la partie amère, mais pourquoi de l'eau? Les Mayas ne produisirent pas de chocolat sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Ils ne fabriquaient pas de tablettes de chocolat, ils se contentaient de le boire. Ces fèves de cacao écrasées constituaient une excellente boisson. Les Mayas ont perfectionné le mélange au fil du temps et y ont même ajouté des épices. Quelqu'un veut-il d'une boisson chocolatée piquante avec de la bouillie de poivron et de la farine de maïs? Qui sait, cette boisson avait peut-être bon goût. Les fèves de cacao étaient sacrées et servaient également de monnaie d'échange. Les chercheurs pensent par ailleurs que toutes les classes sociales pouvaient en profiter. Aujourd'hui encore, l'idée d'un chocolat gratuit pour tous semble plutôt séduisant. Mais où les Mayas se procuraient-ils de l'eau potable pour leurs boissons à base de cacao? Par le plus ancien système de filtration de l'hémisphère occidental. Il était basé sur l'action des éolites. Il s'agit de minéraux contenant des composés d'aluminium et de silicone. Et devine quoi? Les purificateurs d'air et d'eau modernes utilisent toujours ce même matériau. La technologie maya l'emporte
encore une fois. En Europe, Roger Bacon a mis au point un système de filtre à sable en 1627, quelques 1800 ans après les Mayas. Mais qu'en est-il des régions dépourvues de rivières, de lacs ou de sources? Les ingénieurs mayas avaient encore une fois tout compris. Il s'agissait d'exploiter l'eau de pluie. Ils creusaient de grands réservoirs dans la roche calcaire. Ensuite, ils enduisaient ces cavités souterraines d'une couche de matériaux étanches. La dernière étape consistait à creuser de petits canaux qui recueillaient l'eau des collines situées au-dessus. Les scientifiques ont estimé qu'un seul de ces réservoirs pouvait contenir en moyenne 38 000 litres d'eau de pluie, de quoi remplir 55 de nos jacuzzis modernes. Nous savons que les anciens Égyptiens étaient assez talentueux pour construire des édifices aussi grandioses que les pyramides, mais étaient-ils suffisamment intelligents pour mesurer la vitesse de la lumière? Une théorie circulant en ligne le suggère. Si vous comparez ces deux chiffres, vous verrez qu'ils correspondent parfaitement. Le premier est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et le second est la latitude de la grande pyramide de Gizeh. Alors, était-ce intentionnel ou s'agit-il juste d'une coïncidence? Heureusement, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, et non d'une autre théorie du complot. La grande pyramide n'est qu'un des nombreux endroits sur Terre partageant cette latitude. De plus, même si les Égyptiens étaient non parvenus à mesurer la vitesse de la lumière et avaient décidé de la garder secrète, ils n'auraient pas utilisé de mètre pour l'exprimer. Celui-ci n'a été défini qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les bâtisseurs des pyramides utilisaient une autre unité de mesure appelée la coudée. Une coudée équivaut à un pied et demi, soit 45 cm. Cette unité, basée sur la longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au bout du majeur, était répandue dans l'Antiquité. Ainsi, s'ils avaient voulu épater tout le monde en positionnant leurs pyramides à une latitude correspondant à la vitesse de la lumière en coudée, ils auraient dû construire leurs édifices emblématiques quelque part en Europe. Par ailleurs, l'astronome danois Ole Rømer, qui a mesuré pour la première fois la vitesse de la lumière en 1676, aurait été bien contrarié de découvrir que quelqu'un l'avait fait des siècles avant lui. Bien que les Égyptiens aient été en avance sur leur temps à bien des égards, ils n'ont jamais mesuré la vitesse de la lumière, ni employé de coordonnées de latitude et de longitude pour leur construction. La base de la grande pyramide de Gizeh peut sembler être un carré parfait, mais il s'agit en réalité d'une structure à 8 côtés, et non 4. Chacun de ces 4 côtés présente une légère indentation concave qui les divise uniformément de la base au sommet. La version officielle voudrait qu'un pilote britannique du nom de Groves ait été le premier à le remarquer en 1940, lorsqu'il survolait la pyramide. Il a pris une photographie montrant les ombres qui soulignaient ces indentations. Certains pensent que ces lignes ne sont visibles que depuis les airs et peuvent être mieux observées à l'aube et au crépuscule, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Cela a conduit à une étrange théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient pu concevoir ces pyramides pour communiquer avec des visiteurs célestes. La pyramide de Khéops est l'une des 3 seules pyramides qui possédaient autrefois une porte pivotante. Cette porte, pesant environ 20 tonnes, pouvait être facilement ouverte de l'intérieur. Son ajustement précis la rendait presque invisible du dehors. Sans loquet ni poignée visible, seules de très légères aspérités dans la paroi extérieure dénotaient l'ouverture. Les 2 autres pyramides avec des portes similaires appartenaient respectivement au père et au grand-père de Khéops. La grande pyramide renferme également un vide caché d'au moins 30 mètres de long, découverte en 2017. Nous ignorons encore ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace, sa fonction exacte, ou s'il est le seul de ce type. Les chercheurs ont utilisé une technologie permettant de voir à travers les murs des cathédrales, des pyramides mayas et même des volcans, reposant sur une pluie naturelle de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides. En plaçant plusieurs détecteurs de muons autour d'une structure, les scientifiques peuvent cartographier ces éléments solides et ces zones vides. Une équipe a placé des détecteurs de muons à l'intérieur de la pyramide de Khéops, collectant des données au fil des mois. Les scientifiques ont analysé à de nombreuses reprises des échantillons du mortier utilisé pour construire les pyramides. Bien que nous en connaissions la composition, la technologie moderne ne peut toujours pas le reproduire. Ce mortier, principalement composé de gypse traité, n'était pas utilisé comme le ciment actuel de nos briques, mais servait à soutenir les joints entre ces pierres massives lors de leur mise en place. Environ 1 demi-million de tonnes de ce mortier auraient été nécessaires pour construire la grande pyramide de Khéops.
Ce mortier fait de gypse est plus robuste que les pierres elles-mêmes et a résisté pendant des millénaires. Les 4 côtés de la pyramide de Khéops sont alignés avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 4 minutes d'arc près, soit un 1/15 de degré. Les architectes y parvenus sans outils modernes tels que des drones ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce prodige d'architecture. Peut-être utilisait-il l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Dash a récemment proposé une idée nouvelle et plus simple. Les Égyptiens auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Celle-ci se produit 2 fois par an, lorsque le soleil traverse le plan équatorial terrestre, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour éprouver sa théorie, Glenn Dash a conduit une expérience le 22 septembre 2016, premier jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale appelée gnomon, dont disposaient les Égyptiens, pour projeter une ombre, puis il en a suivi la pointe à intervalles réguliers, formant une courbe régulière. En reliant 2 points de la courbe au moyen d'une corde tendue, il a créé une ligne presque parfaite d'est en ouest. Dash a observé que lors de l'équinoxe, la pointe de l'ombre se déplaçait en ligne droite, suivant presque parfaitement la direction est-ouest, avec une légère déviation dans le sens anti-horaire, similaire à celle observée dans les pyramides. Bien que l'expérience ait été menée dans le Connecticut, Glenn Dash estime que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Tout ce dont les Égyptiens avaient besoin, c'était d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Cependant, ils nous ont laissé peu d'indices, et aucun document d'ingénierie n'a été retrouvé qui explique leur méthode. Ainsi, bien qu'ils aient pu utiliser des ombres pour se repérer, rien n'est moins certain. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment ces lourds blocs de pierre étaient acheminés vers les sites des pyramides, et ils pourraient enfin avoir la réponse. Une équipe chercheur de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington a découvert que 31 pyramides avaient probablement été construites le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est maintenant enseveli sous le désert et les terres agricoles. Pendant des années, les archéologues ont pensé que les anciens Égyptiens devaient utiliser une voie d'eau à proximité pour transporter les matériaux, les équipements, les personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie d'eau par rapport au site de construction. L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie radar par satellite, des cartes historiques, la prospection géophysique et des carottages de sédiments pour cartographier cette branche du fleuve. Ils pensent qu'elle a été ensevelie suite à une grande sécheresse et au fil des tempêtes de sable il y a des milliers d'années. L'équipe est parvenue à plonger sous la surface sablonneuse et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières cachées et des structures anciennes situées au pied des collines où se trouvent la plupart des pyramides égyptiennes. La découverte de cette branche fluviale disparue aide à expliquer la forte densité de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est à présent une zone inhospitalière du Sahara. L'Égypte n'est pas le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde. Ce titre revient à son voisin méridional, le Soudan, qui en possède entre 200 et 255, comparé aux modestes 138 pyramides d'Égypte. Ces pyramides soudanaises ont été construites par les habitants du royaume de Kouch, une ancienne civilisation qui régnait sur les terres en amont du Nil il y a plusieurs siècles. Ils ont commencé à ériger des pyramides environ 500 ans après que les Égyptiens aient cessé de le faire. Bien que leurs pyramides soient beaucoup plus petites que celles d'Égypte, de 6 à 30 mètres, contre 138 mètres pour celles de Khéops, elles ont été construites dans des buts similaires. Les archéologues continuent de travailler pour comprendre comment les pyramides soudanaises ont été construites, combien de temps il a fallu pour les achever, et ce qu'il est advenu de cette civilisation. Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales ? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction.
Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité, ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient donc participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision. Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières. Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas, laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des pauses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif. Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentaient cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art. Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image. Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel-gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace.
De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel. Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisèrent la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux, allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne, et ils comprenaient bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait deux types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons, tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation. Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcés d'adopter leur méthode. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Les Égyptiens maîtrisaient l'art de faire tenir des édifices majestueux, grâce à leur génie en ingénierie et en construction. Ils ont érigé de vastes salles et des sanctuaires intérieurs qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Et certains de leurs temples servaient également d'observatoires astronomiques. Sécante, cosinus, tangente, sinus, 3,14159. C'était le cri de ralliement du club de trigonométrie à l'époque. Pour tous les autres élèves du cours de mathématiques, des termes tels que sinus, tangente et pi étaient tout simplement déconcertants. Qui les a inventés et pourquoi? Leur seul but était-il de rendre les choses plus difficiles pour les élèves? Eh bien, pas tout à fait. La trigonométrie a été inventée par les anciens Égyptiens. Ils avaient besoin de ces connaissances pour construire leurs pyramides, et ils ont fait du bon travail. La grande pyramide de Gizeh est toujours debout aujourd'hui, quelques 4500 ans après sa construction. Et personne n'a fait de réclamation. Sortons donc de cette salle de classe et partons pour un voyage dans le temps, afin de percer les secrets de la précision des anciens Égyptiens. Vous voici sur le chantier de la Grande Pyramide, à une quinzaine de kilomètres du Caire en Égypte. La ville n'est pas encore là. Vous n'êtes entouré que du désert et des nombreux ouvriers. Ils transportent de gros blocs de pierre pesant chacun 2,5 tonnes. Ces blocs se trouvent sur des traîneaux de bois qui eux-mêmes reposent sur de gros cylindres. Une équipe de 8 hommes fait rouler ces blocs en avant. Cela fait tout de suite penser au rouleau d'une caisse enregistreuse de supermarché. Le principe est exactement le même, mais l'échelle est plus grande, beaucoup plus grande. Les scientifiques estiment que les Égyptiens ont utilisé 2,3 millions de blocs de ce type rien que pour la Grande Pyramide. Et le bloc qui se trouve devant vous est l'un des plus légers. Le plus lourd d'entre eux pesait près de 15 tonnes. Mais d'où venaient tous ces blocs?
La plupart provenaient de carrières situées autour de Gizeh. Ce n'est pas très impressionnant, pensez-vous. Mais attendez de savoir comment les ingénieurs de l'Antiquité ont transporté du granit sur 800 km jusqu'à la pyramide. À l'époque, il n'y avait ni chemin de fer, ni autoroute. Mais il y avait le Nil, ce fleuve puissant. Les chercheurs pensent même que les Égyptiens ont creusé un canal pour relier le Nil directement au site de construction des pyramides. Il suffisait alors d'attendre le début de la saison des crues, et le tour était joué. La montée des eaux faisait flotter les lourds blocs de pierre. Mais comment ont-ils ensuite soulevé tous ces énormes cailloux sur la terre ferme pour les empiler ainsi jusqu'au sommet? Disposaient-ils de grues gigantesques? Les anciens Égyptiens ont contourné ce problème, littéralement. L'un des ouvriers vous montre maintenant la rampe géante qui fait le tour de la pyramide qu'ils sont en train de construire. C'est ainsi qu'une route de montagne se ferait un chemin en zigzag jusqu'au sommet. Si la rampe rejoignait directement le sommet de la pyramide, les ouvriers ne pourraient pas s'en servir pour tirer les blocs de pierre. Elle serait trop abrupte. Les scientifiques ont calculé que l'inclinaison maximale était de 8%. Les anciens Égyptiens ont donc simplement prolongé la rampe autour de la pyramide. Encore une fois, il ne s'agit que de théorie, car la rampe aurait pu se trouver à l'intérieur de la pyramide, comme le suggèrent certains chercheurs. La méthode de construction exacte reste un mystère, gardé jalousement par le Sphinx. C'est son vrai nom, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. Le grand Sphinx n'est que le pseudonyme de la statue. Vous savez, ce nom que prennent les écrivains lorsqu'ils veulent se cacher leur véritable identité, ou le nom de scène d'un chanteur. Le véritable nom du Sphinx, traduit de l'égyptien, signifie Horus à l'horizon. C'était le nom de la divinité égyptienne du ciel. Le mystère ne s'arrête pas là. Un homme passe devant vous avec un seau de peinture. Il va ajouter une touche de couleur au grand Sphinx. Les chercheurs ont trouvé des taches de cette couleur rouge à côté de son oreille. Il s'agit d'une peinture très résistante, qui a tenu pendant des milliers d'années. Vous vous tenez maintenant en face du Sphinx. Vous levez les yeux. Il est très grand, n'est-ce pas? 20 mètres, pour être précis. Résistez à l'envie de prendre un selfie. Allez, vous pouvez le faire. Vous remarquez maintenant autre chose. On dirait que le Sphinx se trouve au centre d'un triangle géant. C'est l'un des côtés de la grande pyramide. Et non, vos yeux ne vous jouent pas des tours. Le Sphinx se trouve vraiment au centre de la face latérale de la pyramide. C'est ici que les mathématiques entrent en jeu. Une pyramide a 4 faces, appelées faces latérales. Il y a aussi une 5e face, la base, mais elle n'est pas visible. C'est, vous l'avez deviné, la face cachée. Le Sphinx a un dernier mystère à révéler, son âge. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est le pharaon Képhren qui l'a construit. Il a régné après son père qui avait construit la grande pyramide, toute proche. Les 2 structures ont donc été achevées à la même époque. Mais revenons à nos jolis nombres. Vous avez entendu parler de Cléopâtre, cette princesse égyptienne dont on dit qu'elle était d'une grande beauté? Elle a vu les pyramides, mais elle vivait plus près de l'époque du premier iPhone que de celle des bâtisseurs de pyramides. Fascinant, non? Vous pouvez voir des milliers de personnes autour de vous. Ils travaillent dur pour construire le tombeau du pharaon. Mais combien sont-ils exactement? Un philosophe grec a estimé qu'il y avait jusqu'à 100 000 ouvriers. Ce chiffre semble acceptable pour une structure aussi gigantesque, mais il ne peut pas être correct. La science ne peut tout simplement pas confirmer ce chiffre. Les égyptologues estiment le nombre total d'ouvriers à 30 000. Et oui, Indiana Jones était l'un d'entre eux, du moins sur le grand écran, mais il est arrivé en retard. Les égyptologues en savent beaucoup sur les pyramides, mais ils ne savent pas tout. Non pas parce qu'ils ne veulent pas savoir, mais parce qu'ils n'ont pas encore recueilli suffisamment de preuves. Ils ne peuvent que supputer le processus de construction. D'abord, les ingénieurs arrivaient pour choisir le bon endroit et prendre les mesures nécessaires. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de toutes ces mathématiques compliquées. Ensuite, il fallait s'approvisionner en matériaux, les gros blocs de pierre dont j'ai parlé plus haut. Les bateaux les livraient à l'emplacement de la future pyramide, et les ouvriers pouvaient enfin s'atteler à la tâche. Ils travaillaient en petits groupes, mais ils étaient au moins 2000 à ciseler et à sculpter à tout moment. Cela ressemble à un chantier d'aujourd'hui? C'est très similaire, mais ça se passe il y a des milliers d'années. Il est étonnant de voir ce que les Égyptiens de l'Antiquité étaient capables de réaliser avec des outils en cuivre et en pierre. La pyramide est maintenant terminée. Mais s'agit-il de la même pyramide que celle que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi cette structure brille-t-elle sous le soleil du désert? N'est-elle pas censée être d'un jaune poussiéreux? Eh bien non.
Au fil du temps, l'activité humaine et les éléments ont complètement décapé la couche extérieure des pierres. Des artisans experts avaient poli ces blocs en utilisant uniquement de la pierre et du sable. Le résultat final était une pierre lisse et brillante. Le jour de son achèvement, la grande pyramide de Gizeh était un triangle de lumière parfait. Ses faces polies étaient crantaux comme des miroirs géants, reflétant le puissant soleil égyptien. C'est à ce moment-là que vous devez mettre vos lunettes. La chose brillante que vous voyez au sommet de la pyramide est en réalité faite d'or. On appelle pyramidion la pierre de couronnement que l'on place tout en haut d'une pyramide. Elle était recouverte de feuilles d'or. Comme vous pouvez le deviner, ce sont ces pierres qui ont disparu en premier. Avant de vous ramener dans votre salle de classe, nous allons faire un autre arrêt. Nous nous rendons dans les îles britanniques. Et non, ce n'est pas à Stonehenge que nous allons. Il s'agit de Newgrange, dans le comté de Meath. Les scientifiques estiment que les anciens peuples d'Irlande ont construit ce monument de pierre aux alentours de 3200 ans avant notre ère. Il est donc plus ancien que Stonehenge et que la grande pyramide de Gizeh. La fonction du monticule circulaire de Newgrange est la même que celle de la grande pyramide et est tout aussi mystérieuse. On estime à plus de 220 000 tonnes le volume de pierres détachées présentes dans la vallée. Et il ne s'agit pas de pierres jetées au hasard sur une pile. L'ordre dans lequel elles sont disposées rend la structure imperméable. Cela expliquerait comment Newgrange a pu tenir si longtemps. N'avez-vous pas soudain envie de vous procurer un étui bien étanche pour votre téléphone ? Vous êtes de retour à votre pupitre. Mais le cours de mathématiques d'aujourd'hui est la dernière chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à la grandeur des pyramides égyptiennes. Et vous vous demandez si nous avons quelque chose de semblable aujourd'hui. Eh bien, sachez que les ingénieurs modernes sont tout aussi impressionnés que vous par la grande pyramide. On trouve une pyramide de verre dans la cour principale du célèbre musée du Louvre à Paris. Le panorama de San Francisco ne serait pas complet sans la Trans-America pyramide de 48 étages. Mais c'est à Las Vegas que l'on est allé le plus loin. C'est dans cette ville que se trouve l'hôtel Luxor. Il est très grand. C'est même la 3e plus grande pyramide de la planète. Et devinez ce qui se trouve juste devant. Oui, une réplique du Sphinx. Elle mesure 33,5 mètres de haut, soit 2 étages de plus que celle de Gizeh. Eh oui, tout est plus grand à Las Vegas. Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la grande pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ?
Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser, mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il créait des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond.
Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en 2 parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Képhren, hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar.
elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent dans le plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes encore irrésolues des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer ? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Kephren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantées sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie,
La localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver inhumés au sein de ces édifices emblématiques.